En mars 2010, des milliers de responsables se tenaient en formation obligatoire au stade Sosan en Corée du Nord. Parmi eux se trouvaient des généraux, des cadres du parti et des responsables de la sécurité, tous comprenant une vérité simple. Ils étaient là pour apprendre ce qui arrive quand on déçoit le cher leader. Tandis que le peuple de Corée du Nord mourait de famine, l'élite dirigeante de Pyongyang buvait du cognac et complotait pour savoir qui disparaîtrait ensuite. Kim Jong-il hérita de plus qu'un pays en 1994. Il hérita d'un système du grand leader Kim Il-sung qui avait gouverné par le culte de la personnalité et les purges, transformant une nation déchirée par la guerre en un état-prison où chaque citoyen était à la fois gardien et prisonnier. Quand l'ancien Kim mourut d'une crise cardiaque ce juillet-là, son fils fit face à un scepticisme immédiat de la part des vétérans militaires qui avaient combattu aux côtés de son père pendant la guerre. Kim Jong-il, obsédé par le cinéma, avec des chaussures à semelles compensées et une coiffure bouffante, n'avait pas l'air d'un commandant suprême. Mais il allait leur prouver qu'ils avaient tort. Par le sang. La marche ardue commença presque immédiatement, bien que ses racines remontent à des années. L'aide soviétique avait disparu avec la fin de la guerre froide en 1991, emportant avec elle le pétrole et les céréales subventionnées qui maintenaient la Corée du Nord fonctionnelle. Les inondations de 1995 et 1996 détruisirent ce qui restait de la récolte, emportant la terre arable déjà épuisée par des décennies d'agriculture non durable. Les estimations disent que 240 000 personnes moururent de famine et de maladie entre 1994 et 1994-998, bien que certains chercheurs situent le bilan aussi haut que 3 500 000, près de 15% de la population. Les parents disaient aux enfants que les corps dormaient simplement. Les marchés vendaient de la viande dont personne ne questionnait l'origine. La réponse de Kim Jong-il rendit ses priorités claires. Tandis que les citoyens arrachaient l'écorce des arbres pour faire de la soupe, il dépensait des millions à importer du cognac Hennessy, maintenir sa collection de films de 20 000 titres et nourrir somptueusement son cercle intérieur. Il comprenait que la loyauté de l'élite importait plus que les vies des masses, mais même cette loyauté nécessitait un renforcement constant par la terreur. La campagne Simuajo de 1996 à 2000 montra comment cela fonctionnait. Officiellement appelé le groupe d'approfondissement pour l'établissement du leadership du parti, c'était en fait une purge massive ciblant quiconque pourrait questionner pourquoi les gens mouraient de faim, tandis que le régime prétendait au paradis. Les estimations des services de renseignement suggèrent qu'entre 10 000 et 25 000 responsables furent enquêtés, avec des milliers prétendument exécutés et des dizaines de milliers d'autres envoyés dans des camps de prisonniers politiques avec leurs familles. Même les enfants étaient parfois forcés d'assister aux exécutions publiques pendant les heures d'école. La commission d'enquête de l'ONU passa des années à documenter ce système. D'anciens gardes témoignèrent sur les protocoles d'exécution, décrivant comment les forces de sécurité locales identifieraient des endroits appropriés avec de bonnes lignes de vue et une capacité de foule. Stades de sport, cours d'école, berges de rivières, places de marché, tout espace ouvert pouvait être utilisé comme site d'exécution. La commission découvrit que les autorités mobilisaient les unités de travail et les écoles pour assister, avec des agents de sécurité surveillant les réactions de la foule. Les exécutions réelles suivaient une procédure établie. Les forces de sécurité arrivaient des heures à l'avance, installant des barrières et vérifiant l'équipement, tandis que des agents en civil se mêlaient aux foules arrivantes pour surveiller les réactions. Les condamnés seraient amenés dehors, montrant généralement des signes clairs de torture, parfois incapables de tenir debout sans soutien. Les charges seraient lues à travers des haut-parleurs grésillants qui s'assuraient que tout le monde entendait chaque mot. Puis venaient les coups de feu des fusils ou des armes automatiques, parfois visant la poitrine, parfois la tête. Mais regarder n'était pas suffisant pour le système de Kim Jong-il. La foule devait participer, devait crier la condamnation du criminel et devait applaudir la justice de l'État. Les agents de sécurité surveillaient quiconque détournait le regard, qui montrait de la sympathie, qui échouait à montrer suffisamment d'enthousiasme. Des transfuges ont décrit des cas où ceux qui montraient un enthousiasme insuffisant faisaient face à une enquête ou pire. Cela créait ce que les chercheurs appellent l'autosurveillance. Tout le monde pouvait dénoncer tout le monde. Une transfuge raconta à la commission de l'ONU avoir assisté à une exécution en 1997. La victime était So Kwan-hui, directeur de l'agriculture, blâmé pour la famine qui était en fait causée par un échec systémique et une catastrophe naturelle. So avait servi le régime pendant 30 ans, implémentant chaque politique sans question, promouvant quelles que soient les théories agricoles que le leadership préférait, indépendamment de la science.
Sa loyauté était absolue, jusqu'au moment où elle devint sans importance. Les charges étaient absurdes. Espionner pour la Corée du Sud, saboter les récoltes, affamer délibérément le peuple. Tout le monde savait que Seo ne faisait que suivre les ordres d'en haut, essayant de faire fonctionner des quotas impossibles avec un sol appauvri et aucun engrais. Mais c'était précisément le message. Si quelqu'un d'aussi senior pouvait mourir pour avoir fait son travail, quelle chance avait quelqu'un d'autre? L'exécution de Seo à Pyongyang fut témoin par des centaines de responsables. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme documenta comment sa mort servit de classe magistrale en survie de régime. Quand les choses vont mal, quelqu'un doit mourir. Et ce ne sera pas le cher leader. Comme c'était parfois fait dans les années 1990, les corps étaient laissés en exposition comme avertissement, tandis que les responsables défilaient, chacun comprenant qu'ils étaient surveillés pour leurs réactions. Sa famille disparut le même jour sous la pratique de longue date de la Corée du Nord de punir 3 générations pour crimes politiques. La police secrète chuchotait à propos de révolution. En novembre 2009, le régime avait annoncé une réforme monétaire. 2 zéros seraient retirés du won. Les citoyens ne pouvaient échanger que 100 000 anciens won contre de nouveaux, détruisant effectivement toute épargne au-dessus de ce montant, bien que les rapports de l'époque indiquaient que le plafond fut plus tard relevé sous la pression publique. La réforme visait à anéantir la classe marchande qui avait émergé du chaos de la famine et réaffirmer le contrôle total de l'État sur l'économie. La réforme fut catastrophique, les marchés furent fermés, la nourriture disparut des magasins car les commerçants refusaient la nouvelle monnaie sans valeur. Les prix montèrent fortement en quelques semaines. Même les loyalistes du régime virent leurs économies de toute une vie s'évaporer, des années d'accumulation prudente sans valeur, en un instant. Des rapports atteignirent Pyongyang de graffitis critiquant Kim Jong-il lui-même, quelque chose d'impensable des mois plus tôt. Le réseau de surveillance de l'État rapporta que même les enfants répétaient les plaintes de leurs parents d'avoir rien à manger. Kim Jong-il avait besoin d'un bouc émissaire immédiatement. Quelqu'un d'assez senior pour être crédible, quelqu'un dont la mort satisferait la rage publique, tout en rappelant aux élites qui contrôlaient vraiment leur destin. Le régime blâma Park Nam-gi, le directeur de planification et finances pour le Parti des travailleurs. Park avait supervisé l'implémentation de la réforme monétaire, bien que tout le monde comprenait que l'ordre venait de Kim Jong-il lui-même. À 76 ans, Park avait servi le régime depuis sa fondation, un révolutionnaire qui avait aidé à construire le système qui allait maintenant le consumer. En janvier 2010, des agents de sécurité arrivèrent à son bureau. Les témoins décrivirent Park pâlissant mais ne résistant pas, comprenant peut-être que la résistance était sans signification. Il disparut dans l'appareil de sécurité d'État, où des confessions pouvaient être tirées de quiconque avec assez de temps et de torture. Pendant des semaines, personne ne connaissait son sort. Puis vinrent les convocations. Le 12 mars 2010 commença comme tout vendredi à Pyongyang, mais vers midi, des messages urgents se répandaient à travers les ministères gouvernementaux, les commandements militaires et les organisations du parti. Les responsables de haut rang devaient se rapporter au stade Sozan immédiatement, présence obligatoire, aucune exception. Les messages ne spécifiaient pas pourquoi, mais tout le monde comprenait la grammaire de la terreur d'État. Ils arrivèrent en colonnes organisées. Les officiers militaires dans une section, les responsables du parti dans une autre, le personnel de sécurité dans des zones désignées. Le stade accueillait normalement des matchs de football et des spectacles de gymnastique de masse, ces spectacles synchronisés de milliers bougeant comme un que la Corée du Nord utilisait pour démontrer l'unité parfaite. La performance d'aujourd'hui serait différente. Ont-ils tiré sur Park dans le stade même, faisant regarder des milliers leurs anciens collègues se faire déchirer par les balles ? Certains transfuges jurent l'avoir vu arriver, décrivant comment les gardes l'ont traîné au centre tandis que les responsables restaient figés dans leur section. D'autres insistent que l'exécution eut lieu ailleurs, que les responsables n'entendirent que l'annonce de sa mort, virent peut-être son cadavre exposé comme preuve. Ce sur quoi chaque source s'accorde, des milliers de responsables s'assemblèrent ce jour-là, et le régime utilisa la mort de Park pour envoyer son message. Ils le dénoncèrent comme un traître qui avait saboté l'économie pour un gain personnel. Un espion, dirent certains responsables, un agent travaillant à détruire la Corée du Nord de l'intérieur. Personne ne mentionna ces décennies de service. Ces références révolutionnaires disparurent de l'histoire. La loyauté attentive qu'il avait montrée pendant 76 ans ne signifiait rien alors que les charges résonnaient à travers le stade. Chaque général dans ce stade réalisa qu'il regardait une répétition pour leur propre mort s'il s'opposait au garçon qui voulait être roi. Les militaires possédaient le pouvoir d'interférer. Un leader différent pouvait être demandé, un coup d'État tenté pendant la transition vulnérable.
Pourtant, la mort de Pâques servit de rappel. L'état de surveillance voyait tout, les camps attendaient les familles. Des décennies de service ne signifiaient rien une fois que l'inconvénient survenait. Les médias d'État et la propagande effacèrent rapidement Pâques après l'événement du stade. Les rapports indiquaient des dizaines de parents détenus, expédiés vers le système Goulag, où la commission de l'ONU estime que 80 000 à 120 000 prisonniers politiques endurent des conditions qui choquent même les enquêteurs endurcis. Le ministère des Finances vit des purges parmi ses anciens collègues, certains exécutés, d'autres envoyés dans des camps, quelques-uns disparaissant simplement. Le principe des 3 générations résulta en punitions qui furent portées à travers les générations. Parents, enfants, petits-enfants, tous coupables par le sang. C'était la loi pure en Corée de Kim Jong-il. Chaque action avait une réaction égale et opposée. La réforme monétaire ne fut plus jamais mentionnée. Le won continua son effondrement, les marchés restèrent nécessaires pour la survie, et l'État prétendit que le désastre n'avait jamais eu lieu. Mais les responsables qui se tenaient au stade Sosan ce jour de mars portèrent la leçon avec eux. L'échec était la mort, le succès était temporaire, et la seule sécurité était dans l'obéissance parfaite et enthousiaste. Les observateurs internationaux notèrent soigneusement le timing de l'exécution. Septembre 2009 avait vu l'introduction formelle de Kim Jong-un comme successeur, mais le scepticisme persistait parmi les généraux à propos de ce jeune homme de 26 ans non testé. L'exécution de Pâques démontra que la transition procéderait indépendamment des opinions, le système de terreur que Kim Jong-il avait construit protégeant l'ascension de son fils. La commission d'enquête de l'ONU observerait plus tard que les exécutions publiques, plus communes dans les années 1990, déclinèrent après 2000, puis piquèrent vers 2013. Les offenses allaient de regarder des vidéos sud-coréennes à faire des appels téléphoniques internationaux, documenta la commission, bien que le vrai crime ne variait jamais. Être perçu comme menaçant pour le régime. D'anciens responsables qui s'échappèrent décrivent retourner à leur bureau après l'exécution de Pâques dans un silence complet. Personne ne discuta ce qu'ils avaient témoin. Personne ne questionna les charges. Tout le monde travailla simplement plus dur, resta plus tard et montra plus d'enthousiasme pour le jeune général Kim Jong-un. Ils avaient appris la leçon que Kim Jong-il voulait. Le plus grand triomphe du dictateur fut que sa terreur continua même après sa mort. Le système que Kim Jong-il perfectionna représente un bon exemple du mélange entre gouvernance et terreur. Pas la terreur comme un outil de gouvernance, mais la terreur comme gouvernance elle-même, où l'État existe principalement pour démontrer sa capacité à tuer, et les citoyens existent principalement pour témoigner de cette capacité. Chaque institution sert cette fonction. Les écoles amènent les enfants aux exécutions, les usines livrent les travailleurs pour regarder, les militaires s'assurent que ces officiers comprennent leur vulnérabilité. Une ancienne colonelle qui fit défection en 2011 témoigna à Human Rights Watch de la torture psychologique de ces spectacles. Il avait assisté à des dizaines d'exécutions au cours de sa carrière, regardé des collègues mourir pour des crimes peu clairs, applaudi sur signal tout en sentant son âme se corroder. Le pire n'était pas la mort elle-même, mais la performance requise après. Prétendre croire les mensonges évidents. Remercier le parti de les protéger des traîtres. Il décrivit comment les responsables développèrent une expression particulière pour les exécutions. Pas trop triste, ce qui montrait de la sympathie pour les criminels. Pas trop heureux, ce qui semblait sanguinaire. Un masque neutre soigneux qui montrait une vigilance révolutionnaire appropriée sans émotion. Les hommes pratiquaient cette expression dans les miroirs, dit-il, perfectionnant leur visage de survie. Un autre transfuge, un ancien procureur, expliqua à la commission de l'ONU comment le système légal servait purement comme théâtre. Les procès duraient des minutes, les verdicts étaient décidés avant les arrestations et la preuve était ce que l'État déclarait. Il avait envoyé des centaines à leur mort, sachant qu'ils étaient innocents, mais la survie de sa propre famille dépendait de son efficacité. Chaque procureur comprenait. Montrez de la pitié et vous devenez le prochain défendeur. La commission découvrit que ce système créait un traumatisme multigénérationnel. Les enfants qui témoignaient des exécutions développaient souvent des problèmes psychologiques sévères, des cauchemars qui persistaient des décennies plus tard. Mais chercher un traitement de santé mentale pour un traumatisme lié aux exécutions était lui-même suspect, suggérant un esprit révolutionnaire insuffisant. Alors la douleur restait non traitée, transmise à travers les familles comme une maladie génétique.
Les chercheurs documentèrent ce qu'ils appelèrent l'effet panoptique, emprunté au concept du philosophe Jeremy Bentham d'une prison où les détenus ne savent jamais s'ils sont surveillés, donc doivent toujours supposer qu'ils le sont. Tout le monde supposait que leurs voisins informaient, leurs collègues rapportaient, même leurs enfants pourraient les trahir pour une récompense ou par peur. Cette surveillance totale créait la paralysie. Les généraux qui auraient pu saisir le pouvoir se souvenaient du stade Sozane. Les responsables qui auraient pu réformer le système se souvenaient de leurs collègues qui avaient disparu. La peur que Kim Jong-il avait cultivée pendant 17 ans lui survécut, protégeant la succession de son fils mieux que n'importe quelle armée. Le fils perfectionnerait la terreur de son père en ajoutant des canons anti-aériens aux exécutions. Les premières années de Kim Jong-un prouvèrent l'efficacité du système. Malgré le scepticisme international à propos de ce jeune leader non testé, il ne fit face à aucune opposition interne visible. Les généraux qui avaient servi son père l'acceptèrent sans question, au moins publiquement. Ceux qui auraient pu nourrir des doutes se souvenaient de ce qui arriva à ceux qui devenaient des problèmes pendant les transitions. Le nouveau dirigeant a en fait intensifié les spectacles d'exécution. En 2013, il a exécuté son propre oncle Jang Song-tak, diffusant l'arrestation et le procès pour s'assurer que chaque officiel le voit. En 2015, les services de renseignement sud-coréens ont rapporté des allégations selon lesquelles le ministre de la Défense Yong Yong-chol a été exécuté avec des canons anti-aériens au centre d'entraînement militaire de Kangwon, tandis que des centaines d'officiers regardaient, bien que ces rapports n'aient jamais été vérifiés de manière indépendante et que des reportages ultérieurs aient revu certains détails. Personne n'était en sécurité, le rang n'avait aucun sens, et la seule protection était une obéissance parfaite. Le Comité pour les droits de l'homme en Corée du Nord a analysé les images satellites des sites d'exécution, trouvant des arrangements cohérents avec la présence d'observateurs et de possibles exécutions. Ce n'étaient pas des tueries spontanées, mais des performances soigneusement planifiées, avec des emplacements choisis pour la visibilité. La technologie moderne a changé certains aspects, la surveillance numérique rend l'observation plus complète, et l'imagerie satellite permet au monde extérieur d'apercevoir occasionnellement la préparation des exécutions. Mais le mécanisme fondamental que Kim Jong-il a perfectionné reste inchangé. La mort publique comme éducation publique, le témoignage forcé comme complicité forcée, la terreur comme gouvernance. Les efforts internationaux de responsabilisation ont échoué à plusieurs reprises. La commission de l'ONU a recommandé de renvoyer la Corée du Nord devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, citant spécifiquement l'utilisation systématique d'exécutions publiques et la présence forcée. La Chine et la Russie ont bloqué toute action du Conseil de sécurité, arguant que la souveraineté primait sur les droits de l'homme. Entre-temps, les exécutions continuent. Les experts de la justice transitionnelle soutiennent que la documentation importe encore, même sans responsabilisation immédiate. Le groupe de travail sur la justice transitionnelle a cartographié plus de 300 sites d'exécution basés sur les témoignages, créant un dossier qui pourrait un jour permettre des poursuites. Ils ont identifié des schémas dans la sélection des victimes, le moment des exécutions et les méthodes de mise à mort qui pourraient prouver une politique d'État systématique plutôt qu'une violence aléatoire. Une femme qui s'est échappée après avoir assisté à l'exécution de son père a dit que même si la justice ne vient jamais, le fait que le monde sache ce qui s'est passé honore les morts. Elle peut encore décrire chaque détail de ce jour, la couleur du ciel, le bruit des fusils, l'odeur de la poudre à canon, l'expression sur le visage de son père. Ces souvenirs sont un témoignage que le régime ne peut effacer, l'impact psychologique s'étend bien au-delà des frontières de la Corée du Nord. Les transfuges en Corée du Sud rapportent des cauchemars continus, une incapacité à faire confiance et des crises de panique déclenchées par les bruits forts. Certains ne peuvent assister à des événements sportifs parce que les stades leur rappellent les terrains d'exécution. D'autres ne peuvent regarder des films avec de la violence, leur corps se souvenant de la participation involontaire au meurtre d'État. Les thérapeutes travaillant avec les réfugiés nord-coréens décrivent un profil de traumatisme unique. Contrairement aux survivants de guerre ou de catastrophes naturelles qui peuvent traiter leur expérience comme exceptionnelle, les Nord-Coréens doivent réconcilier que leur traumatisme était systématique, intentionnel et considéré comme normal par leur société. Ils étaient à la fois victimes et auteurs, forcés d'applaudir le meurtre pour éviter de devenir eux-mêmes victimes. C'est le véritable héritage de Kim Jong-il. Pas les armes nucléaires que ses scientifiques ont développées ou les dynasties qu'il a préservées, mais un système de peur si parfait qu'il fonctionne tout seul. Les officiels se polissent eux-mêmes, les citoyens se dénoncent mutuellement.
Les généraux qui se tenaient au stade de Sosan le 12 mars 2010, beaucoup furent plus tard purgés, réassignés ou retraités. Ils ont regardé d'autres collègues mourir, ont été promus sur les cadavres des purgés et ont appris à perfectionner leur visage de survie. Certains peuvent rêver en privé de changement, mais ils se souviennent de Pak Nam-gi, se souviennent de So Kwan-hui, se souviennent de tous les autres qui pensaient que leur position les protégeait. Ils savent que le rang ne pouvait vous sauver alors. Il ne peut vous sauver maintenant. Quand Kim Jong-il est mort le 17 décembre 2011, les médias d'État ont montré des millions de personnes pleurant dans les rues, se frappant la poitrine de douleur, gémissant pour leur cher leader. Bien sûr, les larmes et la douleur étaient fausses, car refuser de le faire aurait entraîné la mort. Aujourd'hui, la Corée du Nord continue d'exécuter des gens en public tout en forçant d'autres à regarder. Le groupe de travail sur la justice transitionnelle reçoit régulièrement de nouveaux témoignages. Il cartographie de nouveaux sites, documente de nouvelles victimes. La machinerie que Kim Jong-il a perfectionnée fonctionne avec une efficacité bureaucratique, transformant les êtres humains en exemples, la peur en conformité, les témoins en complices. Le stade de Sosan accueille encore des événements. Des matchs de football, des jeux de masse, des célébrations du régime. L'herbe a été remplacée plusieurs fois, les sièges repeints, le système sonore amélioré. Rien ne marque ce qui s'est passé là en mars 2010. Aucun monument à Pak Nam-gi ou aux milliers d'autres qui sont morts dans les terrains de mise à mort de la Corée du Nord. Mais les généraux se souviennent, les officiels se souviennent, tous ceux qui étaient là se souviennent.